Donc aujourd'hui, on va parler des trois industries, trois réalités différentes en cybersécurité. Donc je suis votre hôte, Patrick Mathieu, organisateur à Polar et Hackfest. Donc aujourd'hui, on va présenter nos trois invités. Donc si vous pouvez vous présenter votre nom, votre expérience et votre industrie actuelle. On commence avec toi, Guy. Bonjour. Il est supposé d'être allumé déjà. Bonjour. En fait, donc, vous venez de me voir. Moi, présentement, je suis chez EMA Québec, donc on peut dire industrie de la santé et pharmaceutique. Bonjour, encore une fois. Bonjour. Mon nom est Jean-François Nadeau aux entreprises Souci. Entreprise qui se spécialise dans les produits d'ingénierie. On peut parler à des chenilles, systèmes de roulement, sport motorisé, industriel, agricole et de défense. Ça fait 20 ans que je suis en technologie de l'information, 10 ans de focus en sécurité de l'information. Donc, je disais à la blague tantôt ici avec mes collègues que, bon, je patch maintenant les backdoors que j'ai créés quand j'étais plus jeune. Donc, enchanté. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe. Je suis chez Mirego depuis 13 ans. Ancien développeur mobile, développeur web, back-end, front-end. Puis j'ai fait la transition vers la cybersécurité il y a 2 ans et demi maintenant pour inclure la cybersécurité plus tôt dans nos processus de développement chez Mirego pour être capable de réagir plus vite. Excellent. Donc, aujourd'hui, on a vraiment 3 industries différentes. Puis on va faire le tour de tout ça. J'aurais dû faire ça en même temps. Donc, Guy et Jean-Philippe. Donc, commençons avec la première question. Vous venez de dire votre industrie, mais quel est votre principal défi en tant que responsable en cybersécurité? Tu veux y aller, Jean-François? Ou Guy? Oui. Sure. Je peux y aller. Dans le domaine manufacturier, le principal défi, c'est que bon, souvent, on est en entreprise, donc une entreprise qui est assez diversifiée, différentes unités d'affaires, différentes façons de produire. On dit souvent, en manufacturier, il n'y a pas une usine qui est pareille. Le défi, c'est qu'on peut aller, par exemple, d'un cadre de cybersécurité hyper basique, qu'on n'est même pas capable de rencontrer, à, je l'ai dit tantôt dans l'introduction, à un cadre de défense là, comme le NIS 871 qu'il faut appliquer pour être conforme aux requis du département de la Défense américain. Donc, c'est vraiment une adaptation, puis vraiment de faire une analyse de risque à chaque fois qui est propre à chacune des unités. Il n'y en a pas une de pareille. Ils ont tous besoin d'une recette différente et ils sont tous uniques. Puis quand on dit ils sont tous uniques comme tout le monde, ils ont tous besoin de cybersécurité, mais il faut vraiment adapter au niveau aussi des budgets, des gens qui sont là, de la manière qu'ils vont le recevoir. Des fois aussi, il y a des unités qui sont syndiquées, il y en a qui ne le sont pas. Ça va changer beaucoup la façon qu'on va faire un programme de cybersécurité. Donc, c'est un des défis qu'on a constamment. Est-ce qu'il y en a ici présents qui sont côté industriel, juste pour savoir, à main levée? Quelques-uns, OK, parfait. Moi, dans le fond, c'est une réalité un peu différente que ce qu'on voit habituellement, comme par exemple une organisation qui est plus homogène. Nous, chez Mirego, depuis 2007, on développe des applications mobiles, des sites web, des applications web pour des clients et partenaires. Fait que mon rôle, en fait, c'est de la sécurité applicative, puis c'est de m'impliquer le plus tôt possible dans le processus de développement de ces applications-là qu'on développe, mais on opère aussi par la suite pour ces clients et partenaires-là. Fait que c'est ça, c'est plus de m'impliquer, puis d'impliquer mon équipe le plus tôt possible dans le processus, le fameux shift left. C'est ça, je le vis au quotidien. Excellent. Guy? Mettons les principales, si on prend les principaux défis que je me trouve à faire face en ce moment, c'est au niveau de mon organisation, c'est la diversité par rapport aux interventions qu'on est. Si on prend EMA Québec, on a des usines de production de médicaments. Ça, les gens ne le savent pas, mais on est vraiment dans un système pharmaceutique où on doit créer des produits, qu'on est aussi dans la recherche et le développement. Donc, on fait des collectes de sang, je pense que tout le monde le sait. Donc, on travaille avec des tissus humains. Donc, on travaille aussi avec des bénévoles. On a 7000 bénévoles qui rentrent chez nous par année d'une façon ou d'une autre
travaille avec des gens du système de la santé, au-dessus de 5000, qui ne sont pas dans mon organisation, mais qui viennent y faire des choses, suivre des formations, consulter des trucs. Plus le nombre d'employés, fait que j'ai un réseau sur lequel il y a à peu près 15 000 personnes qui passent par année, avec des appareils à nous, pas à nous. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas d'où ils se branchent. Puis à travers de ça, j'ai une multitude de réglementations, parce que j'ai des réglementations manufacturières pour produire ces produits-là. J'ai du réglementaire de santé, parce que les produits qu'on fait peuvent tuer des gens. En même temps, ils veulent les sauver. J'ai le réglementaire de la loi 25, tout ça. Fait que ça me fait, en fait, je dois être dans un cadre législatif, vu la variété des opérations. Il doit y avoir une vingtaine de lois qui viennent se mêler des affaires de cybersécurité au travers de ça. Donc, c'est vraiment spécifique, puis ça fait qu'on doit morceler beaucoup les interventions de cybersécurité parce que toutes ces lois-là nous forcent à mettre des trucs, des contraintes, puis la variété des champs de travail. Là, on est du manufacturier à la recherche, aux bénévoles, aux humains, aux tissus. Donc, c'est large comme contexte. Jean-François, au niveau de ton côté, y a-t-il des lois similaires à ça? Es-tu restreint à quelque chose vu que c'est industriel? Ou? Comme tout le monde, la loi 25 va venir s'appliquer, heureusement ou malheureusement, à la partie corporative de l'entreprise. Oui, il y a des lois. On entend beaucoup parler de la loi 26, mais il y a les lois aussi américaines. Par exemple, là, dans le domaine de la défense, sur la loi je l'ai en anglais, là, False Claim Hack, qui fait en sorte qu'on ne peut pas mentir sur l'application de nos contrôles de sécurité, qui était largement abusé là, par beaucoup de contracteurs qui vont travailler avec le département de la Défense. Donc, oui, il y a un paysage de loi qui est quand même présent et qui s'applique là, à nos activités manufacturières. Intéressant. Passons à notre prochaine question. Qu'est-ce qui fait de votre industrie différente des risques de sécurité qu'une entreprise de TI? Parce que votre domaine, oui, Jean-Philippe, tu es un peu plus TI, mais c'est quoi vous voyez comme différence? Je pense que vous venez de le dire un peu, mais c'est quoi votre perspective? Est-ce que vous gérez le tout différemment? Est-ce que c'est la même chose? Qu'est-ce qui se passe du jour au jour là, pour faire ça si vous êtes hors juste un TI dans un bureau normal? En fait, de notre côté, nous, on travaille avec les TI de chacun des clients et partenaires parce que souvent, les applications ou les produits qu'on développe s'intègrent d'une façon ou d'une autre avec leur système. Ils s'arriment ensemble. Fait qu'il faut qu'on ait une collaboration étroite avec les clients et fournisseurs et partenaires avec lesquels on fait affaire. Par exemple, une application mobile peut se connecter à des services API qui sont chez le client puis qui sont régis au même standard de sécurité que ces clients-là. L'écosystème finit par être un tout. On travaille en collaboration avec les clients pour arriver à une homogénéité le plus possible. Parfait. Jean-François, ça ressemble à quoi de ton côté? C'est de regarder la triade. La triade de base dans l'industrie manufacturière, au niveau de ces TI, on va beaucoup parler de la confidentialité là, qui prend beaucoup de place. Au niveau de l'industrie manufacturière, on va venir ajouter et même augmenter l'importance de la disponibilité. Pourquoi? Bon, il y a deux raisons à ça. La première qui est un peu plus plate, on le sait, là, nos compagnies sont là pour faire de l'argent, donc c'est la disponibilité des machines. Un arrêt machine, c'est extrêmement coûteux. Puis l'autre partie aussi qui est hyper importante, on veut que tout le monde à la maison, que tout le monde rentre à la maison en santé et c'est en sécurité et intègre et intégrale à la maison. On ne veut pas que les gens perdent un bras. Donner un exemple, il y a des robots qui font de la peinture, il y a des robots qui automatisent la production. C'est tout super connecté à Internet, ça. Donc, si on ne les protège pas, un capteur devient défaillant et non disponible, un employé qui va avoir confiance que le capteur va arrêter la machine, peut perdre un bras jusqu'à la vie. Donc, c'est crucial de travailler sur la disponibilité, que les capteurs restent tous en fonction et aussi, je vais le répéter, là, que tout le monde rentre sain et sauf chez eux à la fin d'un quart de travail. Est-ce qu'on parle plus de l'intégrité des données pour ce type de choses-là ou ça touche à quoi les robots qui pourraient être défaillants? Très bon point. Il ne faut pas rejeter les autres points de la triade. L'intégrité des données est importante à la prise de décision, mais on va ajouter aussi l'intégrité humaine là-dedans.
On rentre vraiment dans le domaine santé et sécurité. Donc, on va s'assurer que oui, que les données soient là. C'est vraiment pour rejoindre l'objectif que les machines restent productives puis d'atteindre nos objectifs de vente et de production. Mais c'est aussi de l'intégrité humaine là, à travers les différents capteurs, les activateurs qui vont stopper une machine en cas d'urgence, par exemple. Excellent. Puis Guy, tu as parlé de bénévoles, évidemment, de sites qui sont partout dans la province. Fait que c'est quoi ta vision des choses sur ça? Bien, en fait, quand on est un organisme national, justement, avec des sites partout au travers de la province, puis qu'on touche tant aux manufactures de produits, moi, je pense que tout devient TI, en fait, d'une certaine façon. Parce que produire des médicaments, produire des produits, traiter des bénévoles, traiter des employés, il y a de l'information à chacune des étapes. Ça peut être confidentiel, privilégié, tout ça, on peut voir ça comme on veut. Mais moi, l'approche que j'essaie d'avoir par rapport à ça, c'est qu'avec mes équipes, on essaie d'avoir un service conseil. Dans le sens que je suis le service conseil pour mon organisation. Donc, d'aller vers chacun de ces services-là, qui soient manufacturiers, les bénévoles, tout ça, puis d'aller les voir et dire, je n'ai parlé un peu tantôt, dire, vos services métiers, il faut les protéger comme ça, mais c'est juste une activité TI comme une autre. Parce que il y a des TI partout dans tout ce qu'on fait maintenant. Puis les menaces, ils sont partout parce que quand on produit un truc manufacturier ou du code, il y a même toujours une organisation qui peut essayer de nous voler ces informations-là pour le remettre dans leur manufacture, le remettre dans leur production de code. Donc, c'est partout, en fait. Est-ce que tu vois le insider threat beaucoup plus grand, considérant le nombre d'employés qui ne sont pas vraiment des employés? Ou? Oui, ça, en fait, c'est... Nous, on est dans un milieu où j'ai des gens qui me disent « Qui voudrait faire du mal à Emma Québec, vous faites du bien. » Donc, on a une approche axée sur les gens. Puis pourtant, avec 15 000 personnes qui rentrent et qui sortent de mon réseau, vite fait, là, ben, il faut que je fasse confiance aux gens. Je ne peux pas vivre sans bénévoles pour mes collectes. Ouais. Sauf que ben, ils peuvent avoir des comportements dangereux avec mes données, avec mes cartes d'accès, avec mes comptes, mes usagers. Il faut travailler sur l'humain. Excellent. Considérant tout ça, c'est quoi votre approche pour avoir l'approbation, le buy-in des équipes qui doivent implémenter les mesures de sécurité, qu'ils soient TI ou hors TI? Parce qu'on s'entend, Jean-François, de ton côté, c'est industriel, c'est pas vraiment du monde, je crois, qui sont techniquement informatiques. Comment ça marche? Communication. Écouter 2 fois plus qu'on parle avec eux, comprendre leur réalité. Puis essayer d'aller introduire des contrôles nécessaires. Puis Money Talks, là, qu'est-ce que ça va t'apporter à toi? Donc, par exemple, un opérateur de machine qui va dire, tu sais, j'en ai rien à battre là, de la cybersécurité, pour être franc, ben, il va dire, ben, si la machine ne fonctionne pas, ben, on va être obligé de la fermer. On prend une attaque, par exemple, un rançongiciel qu'on pourrait essayer de l'expliquer. On va être obligé de fermer la machine pendant 1 mois. Tu n'auras pas de travail, tu ne pourras potentiellement pas être payé. Puis ben, la compagnie ne sera pas profitable. Puis la statistique, je pense, ce matin, de Guy, elle parlait très bien. Ben, 60% des entreprises ne se relèvent pas. Fait que ça se pourrait qu'on ferme et que tu n'aies plus d'emploi. Quand on parle avec justement qu'est-ce qui touche les gens, ben, ça les amène peut-être plus à avoir une écoute. Puis à dire, bon, ben, OK, qu'est-ce que je peux faire moi aussi pour aider en sécurité dans l'entreprise, puis comment, je te dirais, arriver à développer des réflexes chez eux. C'est super important, des réflexes d'esprit critique, de ne pas faire confiance à tout, même à moi. Et carrément aussi de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, de signaler qu'est-ce qu'ils voient, qu'est-ce qui n'est pas normal, d'appeler à l'aide, souvent pas nécessairement l'équipe de cybersécurité, mais de s'entourer de collègues, puis de dire « Hey, avez-vous vécu cette situation-là? Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce qui est en train d'arriver avec la machine actuellement ou avec un système informatique quelconque? » Est-ce que ces équipes plus industrielles-là repoussent la sécurité, genre ne la veulent pas ou comprennent assez rapide? C'est quoi la perspective? Ils ne la repoussent pas, mais il y a quand même une résistance au changement. Comme dans tout, si on arrive avec, par exemple, un contrôle ou un changement, il va y avoir une résistance. Il faut vraiment prendre le temps d'être avec eux, de leur expliquer.
Je te dirais que la majorité voit de mieux en mieux la cybersécurité. Ils voient que ça va aider à justement rendre leur système résilient, à conserver leur emploi, à aussi rentrer sain et sauf à la maison. Ça, des fois, ça parle quand même, malgré que dans le manufacturier, même, on parle souvent on fait des partenariats avec la santé et sécurité en usine. Puis bon, 13 000 entreprises manufacturières au Québec, puis c'est encore un défi pour eux, là, les gens de santé et sécurité, d'implanter des mesures, puis de faire en sorte que les employés sur les lignes de production aient des réflexes sécuritaires. Le défi auquel on s'attaque, nous autres, en cybersécurité, il est aussi grand que eux autres sont en train carrément aussi d'essayer de passer leur message de santé et sécurité, puis nous autres, on en ajoute par-dessus. Des fois, c'est peut-être mieux de faire un partenariat ou de travailler avec eux pour question d'amener 2 mesures en même temps, ce qui va accélérer l'adoption autant d'une habitude de production sécuritaire et cybersécuritaire, si on peut dire ce terme-là. Excellent. Jean-Philippe, de ton côté, je ne veux pas changer la question trop, mais ça reste qu'au niveau de la sécurité applicative, souvent le buy-in dans les entreprises qui font du développement, c'est de shipper le produit plus que de faire la sécurité. Fait que qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est un très bon point, puis ça va rejoindre un peu ce que Jean-François disait. Je pense que l'idée là-dedans, c'est d'avoir un bon équilibre, un bon compromis, de ne pas rajouter trop de friction pour que ça soit désagréable pour les gens d'utiliser, de vivre avec la cybersécurité dans leur jambes, dans leur quotidien. Mais c'est aussi de dire, on va sécuriser au maximum nos processus, puis les produits qu'on développe ou les trucs qu'on met en place au niveau de l'industrie. C'est d'avoir un compromis qui ne met pas trop de friction, mais qui est juste correct pour réduire au minimum les risques potentiels qui peuvent arriver. Je pense que c'est le même principe, dans le fond, du côté applicatif. C'est initialement, tu as tout à fait raison, Patrick, on a un backlog, puis il faut shipper le plus de features possible, le plus vite possible. Si on commence à rajouter des fonctionnalités là-dedans ou des tâches qui ne sont pas des fonctionnalités propres de l'application qu'on est en train de développer, mais qui sont des processus qui sont en lien avec la sécurité pour sécuriser le produit, ça ralentit la vélocité en termes de développement agile, ça ralentit. Mais il faut voir ça autant au même principe que... De la façon que je l'explique souvent, c'est qu'il faut voir ça comme du contrôle qualité. Le contrôle qualité, quand l'équipe de développement termine une fonctionnalité, chez Miragon, en tout cas, il y a une équipe de spécialistes de contrôle qualité qui vérifie, qui s'assure qu'on répond aux besoins qui étaient énoncés dans la story. C'est le même principe avec la sécurité. On s'assure que le produit est sécuritaire. Les trucs qui sont rapportés par l'équipe de sécurité doivent être gérés de la même façon qu'un spécialiste de sécurité, un spécialiste de contrôle qualité découvre un bug ou un mauvais comportement de l'application. C'est le même principe. C'est un investissement qu'on fait là puis qui ne viendra pas nous frapper en arrière de la tête plus tard. Mais est-ce que tu vois un avantage compétitif à être une firme de développement qui fait de la sécurité? Parce qu'ils sont rares. Oui, oui, je sais. Puis c'est pour ça qu'on se lance là-dedans. C'est que ce que ça fait, c'est très simple, c'est que ça réduit la boucle d'itération de la sécurité. Parce qu'avant qu'on développe cette expertise-là, ce qui se passait, c'est qu'on développait notre produit, puis on le mettait en production ou on allait le mettre en production. Le client ou le partenaire prenait l'initiative d'engager une firme externe pour faire un audit de sécurité quelconque. Puis après ça, mettons, 1 semaine, 2 semaines plus tard, le rapport rentrait chez le client. Le client attend 2-3 jours, nous le communique. Puis après ça, nous, on rentre en ligne de compte, on rentre en action pour adresser les trucs qui sont... Ça fait que c'est vraiment long, soit qu'on rate la fenêtre de lancement, soit qu'on lance avec des non-chippables, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont potentiellement dangereux, mais qu'on lance en production pareil. Fait que tu sais, le fait de développer cette expertise-là, ce que ça nous donne, c'est je suis assis épaule à épaule avec l'équipe de développement, je suis capable de me revirer et de dire, voici ce qu'on a trouvé, qu'est-ce que vous en pensez, comment on peut mitiger ça rapidement, puis c'est le même, puis là, ça s'intègre dans ce que je disais tantôt avec le QA, c'est, on le met dans le prochain sprint, on l'adresse rapidement, puis on continue, puis après ça, puis je veux juste être sûr là, que mon message est correct, là, c'est, je ne dis pas de ne pas faire affaire avec une firme externe, je dis juste que quand la firme externe va être impliquée, elle va probablement trouver moins d'affaires, puis on va déjà avoir fait une première passe sur le produit avant qu'il arrive en production. Ça fait du sens. Guy?
En fait, moi, je vais faire un peu de millage sur ce que mes collègues du panel ont dit. En fait, communication, puis mixer les initiatives pour être plus vite. Ici, on parlait de mettre la sécurité dans le contrôle qualité. Moi, je pousse ça un peu plus loin avec l'idée de scénario de risque. Je vais me répéter par rapport à tout à l'heure. Moi, quand je suis arrivé dans mon organisation, il y avait un comité de gestion du risque. Le département de la continuité des affaires, juridique, tout ça, c'était déjà en place. J'ai été chanceux pour lui être créé. Mais ce que je veux dire, c'est que avec l'approche de service conseil puis de scénario de risque, de parler avec les autres puis de dire tu fais ceci, tu fais cela, apprends-moi ce que tu fais, puis je vais te dire c'est quoi tes risques, puis on va travailler dessus. Bien, dernièrement, j'ai les ressources humaines qui sont venues me voir en disant nous, on a 11 syndicats, on s'en va dans oui, je veux dire, des conventions collectives, c'est ça. Bon, bien, en fait, on m'a invité à aller rencontrer les leaders syndicaux, puis les gens des syndicats pour dire OK, il faut que même dans les conventions collectives, qu'on parle de cybersécurité. Mixer des services, donc ça, c'est une initiative. Mixer les services, le contrôle qualité dans le médicament, le contrôle qualité, vous n'avez pas idée ce que ça peut être. Donc, dans les checklists de contrôle qualité, on inclut la sécurité dedans. Fait que c'est ce que je vous disais. Donc, communiquer au point que les autres exécutifs deviennent des partenaires. Ils viennent vous voir avec des idées. Quand ils voient une opportunité où tu peux t'insérer dedans, ils te le proposent, comme mon truc de syndicat, comme mon truc de qualité. Puis après ça, offrir le service conseil, puis mixer cette communication-là avec les autres. Parfait. Puis est-ce que le fait d'être distribué, évidemment, un peu partout, complique le buy-in de la sécurité? Parce que ça doit être des divisions, plus de divisions, ou c'est des départements, c'est-tu des silos? Bien, l'idée d'être rentré dans chacune des VP puis de travailler avec eux sur les scénarios de risque, ça a un peu éclaté les silos. C'est-à-dire que, mais puis l'affaire, c'est qu'on a aussi beaucoup de réglementations, pas qui se contredisent, mais l'un fonctionne avec la loi 3, l'autre avec la loi 25 parce que c'est le département juridique, l'autre avec telle accréditation FDA ou whatever. Mais l'idée de rentrer partout en travaillant toujours dans une structure de risque, on est capable de briser les silos. Puis oui, on est étendu partout, mais quand tu amènes tout le monde à penser c'est quoi mon scénario de risque avant de faire quelque chose, comme exemple au développement, comme exemple avec, avec un robot qui fabrique des médicaments, ben, tu brises les structures du silo, tu deviens transversal. Parfait. Continuons. Dans votre organisation, quelle est l'importance de la sécurité physique? Comment vous gérez le tout? Jean-François? Assez important quand même, mais je dirais variable. Ben, par exemple, on a parlé de défense, là, donc au niveau de la production de chenilles pour la défense, il y a le programme canadien, le PMC, qu'il faut suivre. Donc, la sécurité physique est déjà là. Donc, le périmètre est bien géré, des caméras, beaucoup de contrôles comme ça, mais il y a encore des histoires d'horreur. Je compte une anecdote d'ailleurs là-dessus. Ceux-ci, on est dans les chenilles de caoutchouc. Rubber en anglais, pour ceux qui... Caoutchouc, c'est rubber. Right? J'apprends quelque chose, hein, là? Oui, yeah! Donc, bon, quand des Américains viennent visiter le Québec, puis ils voient ceux-ci à Drummondville avec rubber, ben, des fois, ça leur tente de venir acheter des pneus. Donc, vous pouvez imaginer le reste qui peut arriver. Donc, des gens peuvent se mettre à circuler dans les usines. Donc, l'importance d'aller toujours en sensibilisation aussi, nos êtres humains sont hyper importants. Guy, je vais surfer ce que tu as dit aussi. Donc, les former et d'identifier des gens qui pourraient se promener, par exemple, en gogoon ou, excusez-moi, je dis gogoon, mais en sandales, en sandales et en short dans nos usines, c'est juste pas normal. Donc, c'est de ne pas avoir peur de les arrêter, les identifier. On est surpris la quantité de gens qui sont gênés d'arrêter quelqu'un, même si c'est carrément pas normal qu'ils circulent dans l'environnement industriel, qui est extrêmement dangereux d'ailleurs. Puis si quelqu'un a un accident, bien, on est tenu responsable. Donc, on implique le légal, on implique santé et sécurité encore. Au niveau de sécurité physique, il y a toujours du travail à faire, il ne faut jamais arrêter. Écoute, c'est variable. À chaque fois que je vais visiter une usine, comme j'ai fait hier avant de venir ici au Polar,
J'ai toujours une petite checklist, puis je vérifie quelques points. Y a quelqu'un qui m'a accueilli à la réception, par exemple, ou des choses comme ça. Il y a plusieurs fois que ça m'est arrivé de rentrer dans une usine, puis j'ai été toute seule pendant 15 minutes. J'avais pas mes kits pour faire des choses plus ou moins le fun, là, mais je le fais plus, oui, j'ai plus le droit. Mais ça reste que c'est super important de le tenir en compte, surtout dans le domaine manufacturier, où, je vais le répéter, la vie humaine, on veut que nos employés ils rentrent le lendemain, là, on ne veut pas qu'ils se blessent. Donc, c'est autant les visiteurs que nos employés qu'on doit protéger. Puis la sécurité physique doit en faire partie dans les usines. Puis d'une entreprise de ton côté, Guy, évidemment, vu que tu es éparpillé, il y a des bénévoles, ça ressemble à quoi la sécurité physique? D'un, est-ce que tu as la responsabilité, mais aussi c'est quoi l'impact de tout ça day-to-day? Ouais. Bien, en fait, moi, je dis souvent, quand on parle de quelque chose qu'on ne connaît pas, on est un menteur ou on est incompétent. Fait que la sécurité physique, chez nous, elle ne se trouve pas dans mon département. Okay. Par contre, avec les procédés pharmaceutiques, les procédés de fabrication pharmaceutique, c'est très, très normé par des lois, des règlements fédéraux, tout ça. Donc, moi, dans mon organisation, ça m'est arrivé de me faire mettre dehors de mon propre bureau, travailler en dehors des heures, puis que je me trouvais à enfreindre une réglementation pour le contrôle des médicaments. Fait que chez nous, c'est très surveillé, puis il a fallu par contre s'adapter parce que d'un point de vue TI, il a fallu fournir les systèmes de renseignement pour les agents de sécurité. Les cartes d'accès, tout ça pour les bénévoles, avoir des identités éphémères. Tu sais, avant, on avait avant, il y a très longtemps, il y avait des comptes génériques pour faire fonctionner des trucs parce que pour avoir des bénévoles, tout ça. Là, maintenant, on est rendu avec des identités éphémères. Ils durent juste une journée, ils sont personnalisés. Fait que ça m'a amené à faire de la sécurité physique. Dans un cas comme ça, je suis client de l'autre département. Plus en gestion d'accès. C'est ça. Donc là, à ce moment-là, je deviens vraiment un service conseil. Si on scénario de risque et qu'il y a des bénévoles, comment on fait pour les identifier? Bien, je vais te créer un service d'identité temporaire qui dure une journée. Okay. Intéressant. Jean-Philippe? Ça ne s'applique pas directement au travail qu'on fait au quotidien, mais je pense que dans le fond, pour faire un peu de millage sur ce que Jean-François disait, c'est important de sensibiliser les membres de l'organisation qui ont une responsabilité en termes de sécurité, qui a accès. Si vous voyez quelqu'un qui se promène dans l'organisation et qui ne devrait pas y avoir ou que vous ne connaissez pas, c'est de l'arrêter, lui demander qu'est-ce que tu fais là, c'est quoi, pourquoi tu es ici. C'est plus d'y aller en communiquant avec les équipes, avec les membres du personnel. C'est quoi les attentes? Bien, on est capable d'arriver à tous ensemble faire que c'est un environnement sécuritaire. C'est pas facile à faire, bloquer quelqu'un à la porte. Non. En fait, c'est ça. J'ai pas dit, j'ai pas dit kicker quelqu'un du building. J'ai juste demandé qu'est-ce qu'il fait. Puis si quelqu'un, le classique, quelqu'un qui tailgate quand tu rentres quelque part, c'est comme, passe ta carte. Ouais. On n'aime pas la confrontation, c'est ce que je voulais dire. Oui, vas-y. J'ajouterais, je ne sais pas si on a des CSO dans la salle aujourd'hui. Non? C'est ça, même en industrie manufacturière au Québec, ils sont extrêmement rares. Puis, souvent, on hérite de cette responsabilité-là, mais je vais dire comme Guy, c'est pas ma spécialité, la sécurité physique. Fait que j'ai souvent, je fais des demandes à l'externe là, pour venir m'aider parce que, écoute, je sais qu'il y a des cours ici au Hackfest. J'ai peur de Francis, pour être franc. Mais c'est ça. Mais il y a vraiment un besoin là-dessus. Puis les CSO dans l'industrie manufacturière au Québec, il n'y en a pas tant que ça. Puis j'ai connu des grandes entreprises même, puis c'est un poste qui n'existe pas. Donc, oui, l'information, c'est à la mode. Donc, oui, il y a des ciseaux qui commencent à apparaître, mais il n'y a pas de CSO. À moins qu'il y en ait un dans la salle, puis je me trompe aujourd'hui, là, mais on en voit très, très peu, malheureusement. On ne le verra pas avec les non, mais ça reste un sujet très... mais ça reste un sujet très pertinent on pourrait parler pendant 1 heure, mais la sécurité de l'information, c'est pas juste la cybersécurité. Je pense que c'est un peu ça le sommaire. Mais je suis content, triste en même temps, mais de voir que c'est pas sous votre responsabilité, c'est un manque. Fait que je pense que c'est une des choses qu'il faut pousser beaucoup dans les prochaines années. Puis pour la shameless plug au Hackfest, il y a un village cette année dans le concours de CTF, un escape room où c'est physique, il faut ouvrir des portes, des trucs un peu spéciaux. Mais on a aussi rajouté tout ce qui est SCADA et autres. Fait que c'est un domaine qui est manquant, je crois. Puis c'est un peu pour ça qu'on voulait mettre cette question-là, mais merci.
Donc, prochaine question. Considérant que certains d'entre vous ont des succursales dans des bureaux, on en a parlé un petit peu, comment vous gérez la sécurité physique distribuée? On a comme répondu à cette question-là déjà. Je ne sais pas si vous avez un point à rajouter sur la distribution de tout ça. Mais... Non, mais tu sais, c'est sûr que tu sais, la sécurité, c'est la sécurité physique. Ouais, c'est ça. Non, j'ai pas rien à rajouter. C'est correct. Désolé. All good. Parfait, on va skipper celle-là. Quelles connaissances techniques ou personnelles et soft skills que notre communauté devrait enseigner aux prochaines générations? Qu'est-ce qui nous manque niveau communication, soft skills et autres? Je te dirais avoir pas peur de la confrontation. Moi, j'ai organisé des formations dans mes équipes dernièrement, puis la formation, c'était négocier en période de conflit. Parce que souvent, les gens avaient peur comme d'aller au bout de leur demande. C'est comme moi, je me souviens, les premiers documents, quand je suis arrivé, c'était écrit « suggestion de sécurité ». J'ai dit « non, tu me barres ça, tu m'écris obligation ». Là, la personne est comme « ben voyons, on ne fait pas ça comme ça ». J'ai dit « ben on va le faire parce que si tu ne gères pas, tu veux qu'ils suivent ton truc ». Puis, c'est bien beau de confronter les gens, mais il faut le faire dans une façon donnante-donnante. Je veux dire, j'amène une mesure de sécurité, ça te pose un problème, je ne veux pas que tu la contournes, d'où mes scénarios de riche, je suis fatiguant. Mais, mais il y a aussi une approche de 5%, 5% que j'appelle. Genre. Moi, je vais te demander de faire quelque chose. Toi, qu'est-ce que tu as besoin de faire pour que je t'aide à l'appliquer? Donc, comme le donnant-donnant. Mais je pense qu'on a beaucoup de programmes de sécurité, d'outils, d'architecture, de solutions qui sont ruinés par le fait qu'on ne va pas en confrontation. Là, on est dans souvent le DEI, safe space, il ne faut pas brusquer les gens, mais en fait, il faut aller jusqu'au bout des discussions. Mais il y a une manière aussi. Il y a une manière, c'est ça, mais une confrontation, ça ne veut pas dire je suis en guirlande puis tout. Ça veut juste dire être ferme puis dire j'ai mon point, tu as le tien, trouvons un terrain d'entente. On se confronte jusqu'à temps qu'on tombe d'accord. We agree that we disagree, so qu'est-ce qu'on fait next step? Donc, moi, c'est ma réponse à ton truc. Je pense que au-delà parce que des skills techniques, ça se développe. On peut suivre des formations. Je ne sais plus combien de certifications dans ma vie, tout ça, mais si tu n'es pas capable de confronter les gens, de les convaincre de ta solution, de les convaincre de ta mesure, 74% des personnes vont passer à côté. Donc, être capable de confronter les gens. Excellent. Non, j'adore ça. Jean-Philippe? Moi, je pense que c'est le soft skill à développer, c'est la curiosité. Parce que, puis les skills techniques viendront par après. Si tu essaies de comprendre comment les trucs marchent, puis le Hackfest, c'est un bon événement pour apprendre puis abreuver la curiosité des gens. Mais si tu essaies de comprendre comment ça marche, pourquoi les trucs se passent de telle façon, tu vas travailler à essayer de découvrir, creuser, puis à un moment donné, tu vas finir par arriver à vouloir apprendre peut-être plus au niveau technique. Fait que je pense que la curiosité est un bon soft skill à développer pour les générations futures pour qu'ils s'éveillent sur la cybersécurité. Apporter vos enfants au Hackfest Génération. Ouais. Exactement. Oui, Jean-François? J'en ai deux. Le premier, j'en ai parlé un peu tantôt. Écoutez 3 fois plus qu'on parle. C'est un skill. Croyez-le, j'ai eu de la difficulté à le développer. Oui, c'est très difficile. Mais souvent, c'est d'apprendre que la réponse va venir de la personne à force de parler avec elle. Cette personne-là, de sensibiliser à la sécurité, c'est de ne pas avoir peur de faire des blancs puis d'attendre la réponse de la personne. Donc, écouter 3 fois plus. Puis l'autre skill, je le relie beaucoup à le meilleur chemin et rarement la ligne droite. Donc, on parle beaucoup en sécurité de résilience. C'est un des piliers qu'on regarde souvent. Mais c'est d'être résilient nous-mêmes par le fait de proposer, d'être capable de reculer de quelques pas, de réexpliquer. Tout dépendant à qui vous vous rapportez dans l'organisation. Quand on a expliqué des termes techniques comme SIEM, puis on regarde la panique dans les yeux des gens, ça peut être parfois assez impressionnant. Donc, c'est important de prendre des pas de recul, de tourner à la base, de prendre le temps de leur expliquer, puis de leur laisser savoir que ça fait plaisir de leur expliquer. Okay? Qu'on souhaite vraiment qu'ils comprennent, puis de leur laisser de la place. On fait le lien avec l'écoute, leur laisser toute la place nécessaire à poser leurs questions dans leur langage, puis d'essayer de le traduire. Puis c'est aussi prendre des pauses là-dedans, parce que ça se peut qu'on n'ait pas toutes les réponses directement dans la rencontre, de ne pas avoir peur de dire « Écoute, j'ai besoin de temps pour y penser, pour vous donner la meilleure réponse. »
Ça, c'est un bon point, parce qu'il s'applique beaucoup aux entrevues aussi, là. Si tu le sais pas, tu le sais pas, puis t'es mieux d'être curieux. Je pense que ça va avec tout ça pour la prochaine génération. Un de mon côté que j'ai beaucoup aimé, puis un de mes anciens collègues est ici, anglophone, fait qu'il ne sait pas que j'y parle. Non, mais ce qu'on avait à un des anciens emplois, c'est qu'on avait le concept de kinder than necessary. Tu peux expliquer tes choses, tu n'as pas besoin d'être méchant, tu n'as pas besoin d'avoir une approche difficile, parce que la police pas la police, la sécurité est souvent vue comme la police. Fait que ça nous bloque, même si on n'a pas fait rien de méchant. Fait que toujours adapter cette approche-là, puis on essaie de la pousser beaucoup avec l'événement du Hackfest et autres dans la communauté. Fait que je pense que c'est important avec tout ce que vous venez de dire. Ouais. Ce qui est intéressant par rapport à ça, par rapport, mettons, juste à ton commentaire par la police est là pour protéger, pas nécessairement pour réprimander. Fait que, mettons que si on met ça en perspective, les gens en cybersécurité sont là pour aider à protéger soit de l'information, soit des systèmes industriels, mais on n'est pas là pour taper sur la tête de personne. Ouais, Puis, moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on se trouve être 4, parce que tu as répondu à la question aussi, tu as triché. Mais on se trouve être 4, puis je pense qu'on a tout un background technique. Moi, je suis certifié F5, CISO, moi, j'ai un paquet de certifications techniques qui expirent graduellement. Mais j'ai quand même un bon background technique. Puis, ce que je retiens au bout de toutes ces années-là de pratique, c'est des soft skills, c'est pas de la technique que ça prend à un certain niveau. La communication, c'est du soft skill. Finalement, c'est peut-être ça qui manque dans nos interventions en cybersécurité, c'est cette approche-là technique qui nous donne qu'on croit nous donner une crédibilité. En fait, elle nous nuit parce qu'elle nous empêche de communiquer avec nos partenaires. Puis, on avait une discussion hier avec quelques personnes, puis un des points pour relier à ça je le savais, mais de la manière que ça a été dit, c'était bien. Toute notre génération plus technique, moi, mon background est plus offensif. Quand on est dans une entreprise du côté défensif, notre point de vue, c'est de dire, ça devrait être 100% sécuritaire versus trouver un middle ground business pour faire de l'argent. Puis c'est juste une mentalité. Là, quand on fait du hacking non-stop, quand on trouve des trous partout, on pense que c'est tout croche. Il ne faut pas le dire là, pour le ACP de tantôt, là, mais... We are under ACP, actually. So. Mais je pense que ça fait partie du problème, parce qu'on veut tellement que ça soit parfait qu'on n'a pas le milieu. Là. C'est un bon point, Patrick. Puis je peux conter une anecdote. Quand j'ai commencé ma carrière, du moins plus en sécurité de l'information, ça faisait longtemps que j'étais en développement de logiciels pour le manufacturier. Puis on me disait souvent, JF, arrange-toi que ça marche. Je ne veux rien savoir d'autre. Puis là, je commençais en sécurité de l'information, je rentre dans le bureau d'un VP, puis le VP me dit, là, ta job, c'est de boucher tous les trous. J'en veux plus aucun. Écoute, c'était jeune trentaine, panique totale. Boucher tous les trous, comment c'est possible? En plus, c'est moi qui en ai créé la majorité. Mais si tu fermes la shop, il n'y en aura plus de trous. Exact. Donc, c'est la perception dans le temps des hauts gestionnaires des entreprises. Du moins dans le manufacturier, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais c'est de passer dans un bureau comme ça avec quelqu'un qui a une grande influence et qui te dit ton travail, c'est qu'il ne reste aucun trou. Good luck. Good luck. Vraiment good luck. Right, il nous reste juste 2-3 petites minutes, le temps pour une question bonus. Est-ce que votre objectif de carrière était d'être responsable de la sécurité? Et si oui ou non, pourquoi? Jean-Philippe? Non, mais j'ai découvert récemment-ish, mettons en dedans de 5 ans, ce pan-là des TI, puis je trouve qu'il y a beaucoup à bâtir. C'est un point charnière, en fait, de l'industrie. Il y a tout le pan, c'est étonnant, ça n'a pas été mentionné du tout encore à date, mais il y a tout le pan AI qui s'en vient et qui doit être considéré aussi. Fait que, je pense qu'on est à la croisée des chemins pour avoir une influence concrète sur ce qu'on est en train de faire dans notre industrie. Puis non, c'était pas dans mes objectifs de... Jean-François? La réponse est non. J'étais en développement dans les grandes entreprises avec l'arrivée du fameux Software as a Service ou les différents logiciels disponibles dans les entreprises où j'ai travaillé. Ça se transformait, puis ça transformait aussi le rôle TI.
Puis après 7 ans à implanter comme gestionnaire de projet en le nommant là, du SAP et des choses comme ça, j'ai eu un gros questionnement pour me dire non, c'est pas pour moi. Je suis vraiment retourné à la base de ce que j'aimais faire, c'est-à-dire travailler dans l'industrie manufacturière. J'étais souvent celui que même si on disait arrange-toi que ça marche, qui avait à cœur la qualité. On disait tout le temps la qualité de la solution pour qu'elle tienne la route puis qu'elle soit fiable. Et donc la sécurité a été comme un filet qui est venu me sauver, si on peut voir ça comme ça. Donc j'ai trouvé là-dedans beaucoup de ce que je recherchais, justement la disponibilité, la fiabilité des équipements, l'intégrité des données, on en parlait tantôt. Donc ça m'a appelé là. Puis là, aujourd'hui, je suis rendu à lire sur le légal. Là. Je suis vraiment rendu vraiment deep. Là. Aidez-moi, quelqu'un. Guy, toi? Mais, en fait, je pense pas, parce que si j'y réfléchis, mon premier emploi en informatique, à l'époque, moi, j'étudiais en communication, puis mon premier emploi, je l'ai eu parce que j'ai piraté un service de mon université, puis quand je leur ai dit, ils m'ont offert une job pour me faire ma trappe. Je suis rentré par le piratage. Après ça, c'est la qualité qui m'intéressait. Mais avec le temps, il y a de plus en plus de gens qui disaient « Toi, tu expliques bien, avec toi, je comprends. Pourquoi je ne comprends pas que les autres, puis toi, je comprends? » Puis j'ai fini par me dire « Il y a une place qui n'est pas occupée en sécurité. Ça fait partie de la qualité, il faut que les gens comprennent. » Puis là, après ça, j'ai pris la décision de me diriger finalement vers ça. Mais non, je n'étais clairement pas prêt. Avant, je faisais partie du dark side. C'est ça. Excellent. Merci, messieurs. Très apprécié. J'ai adoré le sujet. On les applaudit. Merci.